professeur Laurent du CHRU de Nancy pour sa présentation sur la perfusion hépatique pour les CHC. Bien, merci beaucoup de votre invitation. Donc moi, je vais juste vous parler de la perfusion hépatique c'est une expérience préliminaire sur l'évaluation de la réponse tumorale après chimio-embolisation, évidemment, des carcinomes hépatocellulaires. Alors la problématique de la perfusion hépatique, vous la connaissez, puisque tout le monde en parle depuis très longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans, puisque la problématique du foie, c'est que c'est un organe qui est mobile, qui est très gros, et qui a une double entrée. Donc ça fait évidemment des difficultés à régler avant de pouvoir considérer que ce qu'on va obtenir est fiable et reproductible surtout. Alors l'objectif de cette perfusion hépatique, évidemment, c'est de pouvoir les réaliser en routine clinique, ça c'est déjà très important, mais c'est surtout d'apporter des éléments supplémentaires de façon très facile, mais à des données morphologiques que l'on a déjà. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas chercher des éléments qui sont plus faciles à obtenir sur une imagerie morphologique qu'on connaît. Alors l'objectif de la perfusion, il est très simple, c'est évidemment d'optimiser le diagnostic, mais surtout, cette perfusion et ce qu'on va en attendre et ce qu'on peut en attendre, c'est évidemment d'optimiser la prise en charge thérapeutique de ces patients. Alors vous savez, on peut en faire maintenant de façon fiable parce qu'au départ, on faisait de la perfusion sur 2 cm, 2007, donc c'était il y a très longtemps. Et puis maintenant, eh bien, on a une couverture de 160 en une seule rotation. Et en plus, on a la possibilité de choisir le temps de rotation, ce qui, évidemment, comme vous vient de le dire M. Trottner, va vous permettre de diminuer l'irradiation puisque ça va faire partie des très grosses problématiques, évidemment, de la perfusion. Alors l'intérêt majeur d'une couverture de 160 quand on fait du CHC multifocal, il est bien évidemment logique, c'est qu'on doit faire une réponse pour chaque lésion lorsque l'on va prendre en charge un CHC qui sera traité par chimio-embolisation. Et il est évident qu'on doit avoir les réponses pour toutes les lésions. Donc effectivement, la possibilité de couvrir en 160 l'ensemble du foie est la base pour faire une perfusion qui soit optimale et qui puisse être utilisée en pratique courante. Alors l'acquisition, vous savez, finalement dans la perfusion, il n'y a pas que la couverture qui sont importantes. Il y a évidemment, vous l'a dit M. Trottner, évidemment le contraste. Il faut qu'on ait du contraste. Il faut bien sûr, tout ça, ne pas être trop irradiant. C'est très important. Il faut évidemment être vigilant sur l'injection de produits de contraste. Et puis surtout, lorsque l'on fait de la perfusion, il faut qu'on ait une analyse temporelle, c'est-à-dire autant le wash-in, c'est-à-dire le début de la courbe et l'analyse du secteur vasculaire, qu'autant le wash-out, où on va analyser cette fois-ci le secteur extravasculaire. La perfusion, c'est pas que ça, c'est aussi obtenir des cartes de perfusion. Et pour qu'elles soient optimales, il faut qu'on ait un recalage. Initialement, vous le savez, le recalage était manuel, et maintenant, le recalage va être semi-automatique. Et puis aussi, il faut choisir une modélisation pour la perfusion hépatique qui va différer, là encore, suivant ce qu'on va vous proposer. Alors, la perfusion hépatique, vous en avez entendu beaucoup parler, et dans le contexte actuel, vous allez trouver un certain nombre d'articles dans la littérature qui vont vous parler de perfusion. La couverture, elle est de 2 cm, elle est de 4. Elle peut être de 6,9 à 9,7. Là, le principe du shuttle, l'aller-retour, très rapide. Et puis, il y a la couverture aussi 160. Et puis, là, c'est Alain Luciani qui va vous en parler. Il y a la dual énergie, c'est-à-dire une acquisition évidemment avec l'énergie spectrale, avec des kilovoltages différents, qui va peut-être vous permettre d'extraire des informations et de faire une perfusion que l'on va pouvoir appeler plutôt statique que dynamique. Et puis après, le kilovoltage est différent suivant les constructeurs dans la littérature. Évidemment, les milliampères sont également différents. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'acquisition. Alors, les spécificités du Révolution CT, c'est qu'évidemment, la couverture, vous l'avez compris, c'est 160. Le signal, évidemment, il nous en faut, enfin du contraste, donc on va pouvoir jouer sur les différents paramètres, mais ça vous l'avez bien compris avec l'exposé précédent. La dose, on va travailler avec de l'Azir-V à 100% pour faire cette perfusion. Le produit de contraste, on en reparlera tout à l'heure. Et l'avantage aussi, c'est que cette analyse temporelle, eh bien, on va pouvoir choisir le délai entre les acquisitions que l'on va faire lors de cette perfusion. C'est-à-dire qu'on fait une rotation en 1 seconde. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait passer en 0,5, en 0,6 ou en 0,7 secondes de rotation. Et on va pouvoir choisir des nombres de shoots qui sont différents. C'est-à-dire que comme on veut beaucoup de points pour la phase de wash-in, on va pouvoir faire des acquisitions toutes les secondes. Et en wash-out, évidemment, on va faire des acquisitions qui vont être toutes les 6 secondes. Donc ça, c'est très important. Le recalage, évidemment, nécessaire, je vous l'ai dit, est semi-automatique. Et la modélisation de la perfusion hépatique sera à partir d'un modèle nécessitant avec une double entrée. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est surtout d'avoir des paramètres d'injection de produits de contraste qui soient optimaux. Donc, il faut une injection unique de produits de contraste iodés et il n'y a pas d'injection de sérum physiologique à l'arrière. Il faut absolument une acquisition sans produit de contraste, de façon à obtenir une baseline qui est absolument nécessaire, et seulement après injection. C'est 45 ml de produit de contraste IV
avec un débit de 5 millilitres seconde. Et l'acquisition totale, elle est de 2 minutes 45. Alors pourquoi est-ce que je vous montre cette courbe? C'est parce que lorsque vous n'avez pas, vous avez mis du sérum Phi, eh bien la courbe n'est pas tout à fait jolie en wash-out. Vous voyez, vous avez un petit rebond qui va vous gêner de façon majeure pour établir les cartes de perfusion. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut injecter uniquement que du produit de contraste iodé et pas de sérum physiologique. Voilà cette baseline, donc les 2 premières secondes, il faut obtenir un certain nombre de points sans injection, puisque c'est nécessaire, là encore, pour les cartes de perfusion. Donc ensuite, vous allez faire quoi? Eh bien, l'analyse du wash-out, c'est le wash-in, pardon. Vous allez faire 15 shoots avec un scan interdélé de 1 seconde. Là, c'est extrêmement important de pouvoir jouer sur ce temps interdélé. Donc vous n'avez que 15 secondes d'irradiation. Là, j'ai représenté uniquement 4 shoots sur la phase artérielle et le wash-in. Et l'analyse du wash-out, il vous faut évidemment moins de points. Donc vous allez faire des acquisitions qui vont être espacées de 19 secondes. Et ça, c'est un point très important, évidemment, puisque là encore, ça va vous permettre de diminuer cette irradiation qui vous pose évidemment un problème. Donc voici ici résumé les acquisitions en 160, le délai inter-acquisition qui est très important, on travaille à 80 kV, l'intensité évidemment ça va dépendre, et on fait des acquisitions en 2,5 mm à l'acquisition. Alors le recalage est très important, vous allez voir ici sur cette vidéo, ici évidemment le sans recalage, ici avec recalage, et vous voyez qu'évidemment pour analyser les lésions qui feront 10 à 15 mm, c'est extrêmement important de pouvoir bénéficier d'un recalage qui soit optimal de façon à analyser toutes les lésions, même les plus petites lésions. Alors ensuite, on va post-traiter les données acquises avec la mise en place d'une ROI, vous le voyez, au niveau de l'aorte, et puis ensuite d'une ROI dans le tronc-porte. Et ce modèle à double entrée vous permet l'obtention de ces courtes, voyez, sans ressaut, puisqu'il n'y a pas eu de sérum Phi. On obtient un certain nombre de cartes. En pratique, toutes les cartes que l'on va obtenir et toutes les données que l'on va obtenir ne sont pas forcément utilisables pour la pratique clinique ou en tous les cas utiles à ce jour. On a une expérience de 1 an et demi, ce qui n'est pas forcément majeur. Donc on a retenu que pour le CHC, eh bien, les critères qui étaient très importants qui nous permettent de les différencier du foie non lésionnel, c'est-à-dire qu'on a pris évidemment ces valeurs dans le foie non lésionnel, et on a pris ces valeurs dans le CHC, eh bien on voit que l'HAF, le BF artériel et que le MSI sont supérieurs au foie non lésionnel, donc c'est important, ils correspondent à des caractéristiques du CHC, et que le time to peak et le BF portal sont inférieurs au foie non lésionnel. Et ce sont les éléments des cartographies qui nous apportaient le plus d'éléments et qui nous permettaient d'individualiser facilement le CHC et surtout, évidemment, de le différencier de ce foie non lésionnel. Alors notre expérience locale, on a le Révolution CT depuis mars. Alors initialement, il a été plutôt optimisé pour les acquisitions cardiaques. Et puis ensuite, mon collègue, finalement Damien Mandry, a accepté que je puisse faire du parenchyme hépatique. Ça n'a pas été facile, de haute lutte, mais finalement on y est arrivé. Et donc on fait la perfusion hépatique depuis août 2015. Les indications actuelles, c'est le CHC pré- et post-CEL. Ce sont les métastases hépatiques des cancers colorectaux en pré- et post-chimiothérapie et surtout en préopératoire, parce qu'on peut ainsi les corréler au grade de régression tumorale. Et puis bien sûr le CHC sous sorafénide qui représente une indication majeure, surtout avec la possibilité de cette couverture à 160. Alors l'étude que je vous montre là et les premiers résultats, c'est une étude prospective. On a fait un scanner avant et après CEL à tous les patients. On a fait à tous les patients une perfusion, mais à cette perfusion, on y a adjoint systématiquement une acquisition triphasique classique, 0,625. Et on a fait pour tous les patients ce qui est le gold standard pour le CHC, c'est-à-dire l'IRM, avant et après CEL bien sûr, avec les séquences suivantes, FSET2, diffusion évidemment, T1-GADO, après. Et puis les patients, ils ont eu ce protocole avant la CEL, c'est scanner IRM le même jour, 8 jours avant la CEL, et ils ont eu scanner IRM 6 semaines après la CEL. Et puis on a évalué la réponse tumorale suivant les critères MRESTIS classiques quand on fait du CHC. Et donc on a 25 patients, 50 lésions analysées. Il y a 2 patients qui ont été non inclus pour échec de la perfusion. Et au départ, on avait effectivement quelques mises en place difficiles avec les manipulateurs. Et donc, dans 2 cas, nous n'avions pas de baseline, ce qui n'est pas possible de post-traiter les données. Et puis, parfois, l'acquisition était défaillante. Et puis, pour 2 patients, le post-traitement était impossible. Donc, ce qui représente finalement assez peu d'échecs de cette technique.
Alors, on s'est rendu compte que finalement, la séquence, elle était faite en routine clinique, ça ne pose pas de problème, qu'elles sont rapides, fiables et reproductibles, les séquences, que ça va très vite, notamment avec le nouveau reconstructeur et les nouvelles possibilités, et que le post-traitement est robuste, nous avions 2 échecs. Les avantages majeurs, vous l'avez compris, c'est qu'on pouvait analyser l'ensemble du parenchyme hépatique, c'est qu'on pouvait analyser les petites lésions, évidemment pas celles qui sont inférieures à 5 mm, et que ça nous permettait d'enfin répondre avec des objectifs de perfusion sur chaque lésion, puisque comme vous le savez, le traitement de chaque lésion après CEL, il est différent. La réponse est en fonction de la capacité et du cathétérisme sélectif est différente. Et c'est donc ça nous apportait en fait ce qu'on a toujours voulu, c'était cette réponse différente. Alors qu'est-ce qu'on a finalement comme solution ? Eh bien, on s'est retrouvé dans quelle situation clinique ? Eh bien, soit on avait une parfaite concordance entre les données de l'imagerie morphologique et celles de l'imagerie fonctionnelle, ou un autre groupe, c'est-à-dire qu'on a une discordance entre cette imagerie morphologique et les données que vont nous apporter l'imagerie fonctionnelle. Mais est-ce que cette discordance, finalement, vous allez voir, elle va probablement nous apporter un plus. Alors, quand on avait une réponse complète, 14 lésions avaient une réponse complète. Ici, vous voyez un CHC multifocal en pré-CEL. Il faut s'intéresser à 7 lésions, parce que c'est la seconde qui est ici n'a pas répondu de la même façon. Vous êtes en pré-CEL. Pour faire plus simple, je vous ai juste mis l'HAF pour que ce soit plus facile. Vous voyez que là, cette HAF, elle est représentée en rouge et on était à 0,9, puisque l'HAF, vous savez, va se traduire par un chiffre entre 0 et 1. En post-CEL, vous avez un tatouage complet. Évidemment, en IRM, on n'a aucun rehaussement. Et évidemment, le tatouage lipiodolé ne nous permet pas de générer de carte de perfusion. Donc on n'a aucune capacité on ne génère rien. Donc ça signifie que là, on est en réponse complète, autant en imagerie morphologique qu'en imagerie fonctionnelle. Et puis on a les cas des patients qui n'ont pas de réponse après CEL. Et donc là, vous avez un premier exemple, où là, vous avez un CHC sous-capsulaire, vous avez votre HAF qui est à 0,8, le patient bénéficie de sa CEL, et ici, en post-CEL, vous voyez que le patient, alors je ne vous l'ai pas mis, mais n'avait pas de tatouage du tout lipiodolé en scanner sans injection, et les données sont exactement pareilles. L'HAF en post-chimio-embol, il est strictement pareil. Ça veut dire que déjà, on a des résultats qui sont probablement robustes, puisqu'on trouve avant et après CEL pour des lésions pour lesquelles, morphologiquement, nous n'avions pas de réponse, ce qui est plutôt très intéressant. Troisième situation, j'ai une réponse partielle. Là, j'ai une hypervascularisation du CHC que l'on voit très bien et en scanner et en IRM, un HAF très élevé à 0,95. Post-CEL, vous retrouvez bien vos lésions habituelles, c'est-à-dire ici le tatouage partiel de la lésion hypervasculaire. Ici, vous avez bien une lésion très hypervasculaire qui persiste, mais avec la problématique toujours la même, des artefacts du durcissement de faisceau liés au lipiodol. Vous savez très bien que la meilleure technique pour analyser ces résidus, c'est toujours l'IRM. Donc on compare avec l'IRM où effectivement il nous reste un résidu viable et on a des critères d'HAF sur ces résidus que l'on arrive à individualiser alors que vous voyez qu'ils sont tout petits avec une HAF qui est également très élevée, mais uniquement évidemment sur ce résidu qui est viable. Alors l'intérêt tout de suite de faire et de la perfusion telle qu'on vous le montre et une cartographie artérielle, c'est dès qu'il va vous rester, dès que vous n'avez pas de réponse sur les lésions ou que vous avez un résidu viable, tout de suite, vous allez aller chercher sur votre cartographie artérielle si vous n'avez pas d'artère nourricière extra-hépatique qui peut expliquer que l'artère, que la lésion n'ait pas complètement été tatouée et lipiodolée, donc en réponse complète. Et là, chez ce patient qui, comme vous le voyez sur cet examen, avait un résidu tumoral relativement important, eh bien, on a une artère nourricière qui est extra-hépatique, qui naît directement de l'aorte, et on explique très bien que ce résidu existe par simplement la présence de cette artère. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à faire des chimio-emboles parce que celle-ci, eh bien, elle n'est pas accessible pour les radiologues interventionnels. Et puis après, on a des discordances. Les discordances, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'on est en maladie stable avant et après CEL, en imagerie morphologique. Or, en HAF, on a une HAF à 0,8 avant CEL et on a une HAF, elle, qui va s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet effondrement de l'HAF ? Ceci alors qu'en imagerie morphologique, finalement, nous, on a répondu maladie stable. Alors, qui a raison ? On va voir que c'est l'évolutif, bien sûr. Et puis, parfois, on a des réponses partielles. On a ici une lésion en pré-CEL qui n'est pas très élevée avec une HAF à 0,5. Et puis, avec son HAF en post-CEL, on passe à 0,1. Donc, finalement, le résidu qui n'a pas été tatoué. Tout à l'heure, je vous en ai montré un qui avait gardé une HAF similaire à la lésion initiale à 0,9. Et puis là, celle-ci, elle s'effondre. Alors, on a un résidu, certes tissulaire, certes non tatoué, mais est-ce qu'il est encore viable ?
Probablement pas. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et puis le dernier cas, eh bien, c'est lorsque j'ai une imagerie, un CHC hypovasculaire. Regardez ici, c'est très compliqué. On est en pré-CEL en scanner. En IRM, ce n'est pas un CHC tout à fait typique. Je crois qu'Alain ne dira pas le contraire. On a une HAF qui est quand même relativement peu élevée par rapport à toutes les images de CHC que je viens de vous montrer. En post-CEL, on est très content, parce qu'on a un bon tatouage. Ceci alors que dans la littérature, il est bien noté que les CHC hypovasculaires ont plutôt tendance à ne pas fixer le lipiodol. En IRM, on est encore plus content de nous parce qu'on répond réponse complète. Forcément, mais la lésion, elle, déjà, au départ, elle était hypovasculaire. C'est-à-dire qu'à notre œil humain capable de gérer les signaux, eh bien, on n'est pas capable de voir ce petit rehaussement, ceci alors que l'HAF était quand même à 0,4. Eh bien, on regarde en HAF, eh bien, il nous restait un tout petit résidu qui était équivalent à ce qu'on avait au départ. Donc, qu'est-ce qui a raison? Qu'est-ce qui est capable de détecter peut-être des choses que nous, à l'œil, on a quelques difficultés, eh bien, je crois que c'est vraiment extrêmement intéressant. Les perspectives, évidemment, vous les avez comprises, c'est-à-dire que quand on a un malise stable en imagerie morphologique, ça va exactement le même problème que quand vous avez un patient sous sorafénib. Vous vous souvenez que ça va sur un CHC qui est non traitable, enfin qui est en palliatif. Eh bien, vous avez deux solutions de perfusion au premier contrôle. Soit j'ai une chute de l'HAF, à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est prédictif d'une bonne réponse? Soit l'HAF après la CEL et après similaire ou carrément augmente, on a des cas comme ça, et dans ce cas-là, eh bien, c'est seule l'évolution qui comptera. Donc ici, vous avez un exemple où l'HAF, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avait chuté après la première CEL, et après la deuxième CEL, eh bien, je suis en réponse complète. A contrario, ce patient, je vous ai montré, avait une HAF avant CEL de 0,6, après CEL, l'HAF ne diminue pas, mais augmente. Il a quand même une deuxième CEL, et après cette deuxième CEL, on a une maladie qui est en progression. C'est-à-dire que peut-être que c'est prédictif. Alors évidemment, on n'a que 50 patients, 50 lésions, ce n'est pas suffisant, mais probablement que c'est à étudier. Et puis quand on a sur le résidu partiel qui nous reste, ce tissu non tatoué, non lipiodolé, on a le même raisonnement. Est-ce que finalement c'est du tissu viable? Est-ce que je n'ai pas une artère nourricière? Est-ce que mon HAF s'est effondré complètement ou pas? Est-ce que finalement ce tissu, il est quand même complètement amorphe, même s'il n'est pas tatoué? Ce qui est quand même très intéressant, plutôt que de multiplier sans arrêt des CEL, qui sont parfois chez ces patients mal corrélés et qui entraînent des insuffisances hépatocellulaires. Et puis bien sûr, l'intérêt, vous l'avez compris, c'est pour le CHC hypovasculaire. Malheureusement, le CHC hypovasculaire, ce n'est pas la situation la plus fréquente, donc c'est très compliqué. Et donc je conclurai en disant que finalement, cette analyse de la perfusion, eh bien, elle est extrêmement importante pour nous donner des éléments supplémentaires pour adapter les stratégies. Vous savez que le CHC doit repasser systématiquement en RCP pour qu'on analyse la nécessité d'une ou de plusieurs CEL. Eh bien là, évidemment, on peut se dire que si on a une chute de l'HAF et pas de réponse en imagerie morphologique, finalement, c'est peut-être bien. Si on n'a pas de chute, on est inquiet. On va chercher les artères hépatiques nourricières extra-hépatiques. Si on a une réponse partielle, on analyse, hyper ou pas hypovasculaire. On analyse par rapport aux données de l'HAF, est-ce que c'est effondré ou pas. Et très intéressant, évidemment, pour l'hypovasculaire, pour nous aider. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup à Michael Antunès et Alexa Savignac qui a fait sa thèse, un poster et une communication sur la perfusion hépatique. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur Laurent, pour cette présentation très intéressante. Y a-t-il des questions dans la salle? Non. Alors, moi, j'aurais une question pour vous, professeur Laurent. Voyez-vous, avec cette nouvelle perfusion hépatique, une modification de la prise en charge du patient dans l'avenir? Ah oui, forcément. Parce que nous, déjà, on l'utilise parce que c'est faisable. La seule chose, c'est qu'on a une console qui est dédiée recherche. Mais sinon, c'est évidemment très intéressant au quotidien. C'est très intéressant pour ça et très intéressant dans les 3 cas dont on a parlé. Je crois que ce sera probablement encore plus intéressant pour le sorafénib. Je crois qu'il y a eu une communication là avec le docteur Daniel Hippolito ou Denis Hippolito, effectivement, parce que ça évite de continuer des traitements qui sont très chers. Et là, ça évite de faire des CEL chez des patients qui n'ont pas besoin ou qui ont besoin parce qu'on sait que ça va répondre. Voilà. Donc effectivement, c'est extrêmement intéressant pour faire la stratégie thérapeutique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.